La chute de la maison Morales. Éditorial du Monde au moment du coup d'État en Bolivie, les erreurs d'Evo Morales. On ne vous titre pas le coup d'État contre vous. Non, les erreurs d'Evo Morales. AMLO, Andrés Manuel López Obrador, l'hyper-président AMLO, parce qu'en Amérique latine c'est toujours des hyper-présidents, en France ça n'existe pas. L'hyper-président AMLO électrise la campagne. Et je lis, l'omniprésence d'AMLO et ses penchants populistes déstabilisent les règles démocratiques. Ben voilà le tableau de ce que nous font les médias en France. Vous avez remarqué quand même que le Venezuela, on n'en parle plus beaucoup en ce moment. On n'en parle quasiment plus. Qu'est-ce qui se passe? Alors peut-être parce qu'on voit moins Jean-Luc Mélenchon à la télé. Non, il y a une déception terrible sur le Venezuela. Il y a une crise au sein des médias. Souvenez-vous au début de la tragédie du Covid-19 qui touche le monde entier. Tous les médias ont annoncé une catastrophe sanitaire au Venezuela. On a vu des papiers absolument épouvantés sur le Venezuela, menace pour la région à cause de la pandémie du Venezuela. Résultat des courses, on est aujourd'hui, il y a plus de 500 morts au Brésil, il y a 600 morts aux États-Unis, on est de l'ordre de 6000 morts au Venezuela. Et c'est un truc de fou, il faut surtout pas en parler. Le Monde a fait un papier sur les voisins du Brésil menacés par la pandémie brésilienne. Il cite tous les pays, sauf le Venezuela, qui est évidemment un pays proche du Brésil. Et puis deuxième raison pour laquelle on ne vous parle plus du Venezuela aujourd'hui, c'est parce que la stratégie de Guaido a complètement échoué et qui est actuellement en train de démarrer des négociations entre le gouvernement vénézuélien et la partie putschiste de la droite vénézuélienne, qui ont lieu à Mexico. Bon. Étant entendu par ailleurs qu'il y a une partie de l'opposition qui a rejoint le jeu démocratique, et celle-là, elle est totalement ignorée par le patron du cirque, c'est-à-dire Washington, où Joe Biden a remplacé Donald Trump, mais sans grand résultat. On pourrait dire qu'en gros, jusqu'à présent, pour l'Amérique latine, la politique de Biden, c'est celle de Trump, mais en plus hypocrite. Et puis le Venezuela, pour le moment, il est oublié. Alors, il faut aller vite, hein, vous avez compris. L'Amérique latine, c'est quand même, depuis la fin des années 90, une série de gouvernements de gauche qui sont arrivés au pouvoir, avec des résultats, on n'a pas le temps ici de détailler, mais qui ont quand même été extrêmement positifs. Et puis, vous l'avez quand même remarqué, il y a eu une tentative de coup d'État contre Chavez en 2002 au Venezuela, un coup d'État réussi en 2004 en Haïti, un coup d'État réussi en 2009 au Honduras avec Manuel Zelaya, un coup d'État réussi au Paraguay en 2012 avec Fernando Lugo, un coup d'État réussi en 2016 avec Dilma Rousseff, un coup d'État semi-réussi en 2019 en Bolivie, puisqu'un an après, nos amis du MAS ont repris le pouvoir. Juste un truc au passage, au moment du coup d'État contre Dilma Rousseff au Brésil, Joe Biden, qui était, n'oubliez pas, le vice-président de Barack Obama, a déclaré « c'est une excellente nouvelle pour l'Amérique latine ». Hein, là encore, voilà le panorama. Il y a donc une guerre, il faut appeler les choses par leur nom, entre l'impérialisme, c'est un terme qui demeure d'actualité, et puis les gouvernements progressistes de l'Amérique latine. Dans cette guerre, il y a un certain nombre de protagonistes. Alors, il y a des financements qui viennent des États-Unis. Alors, il y a les financements de l'Agence internationale de développement des États-Unis, l'USAID. Il y a, j'en ai plein, l'Institut national démocrate, ça dépend du Congrès américain. Il y a l'Institut républicain international, ça dépend du Congrès américain. Il y a Freedom House, il y a l'Open Society de George Soros, il y a quelques comparses. Et puis il y a un organisme. On va faire un jeu, si vous voulez bien. On peut faire un jeu? Si je vous dis CIA, si je vous parle de la CIA, que ceux qui savent ce qu'est la CIA lèvent la main. Bon, c'est rien. Si je vous dis National Endowment for Democracy, NED, que ceux qui savent ce qu'est la NED lèvent la main. Bon, il y a les calés, hein. Vous, franchement, vous êtes le maillon faible, si je peux me permettre. Alors la NED, je vais vous dire ce que c'est la NED. C'est un organisme qui a été créé en 1983 par Ronald Reagan. Pour faire plus discrètement le travail que faisait auparavant la CIA. Je vais vous donner deux déclarations qui ont été faites par des dirigeants de la NED. Hein, donc là, c'est pas je ne suis pas dans la théorie du complot. Vous avez Karl Gershman, qui a été le premier président de la NED, qui a avoué le 1er juin 1986 dans le New York Times, j'ouvre les guillemets, écoutez bien,
Il serait terrible pour les groupes démocratiques du monde entier d'être vus comme subventionnés par la CIA. C'est parce que nous n'avons pas pu continuer à le faire que la fondation a été créée. Et puis vous avez Alan Weinstein, le co-rédacteur des statuts de la NED, qui déclare dans le Washington Post du 22 septembre 1991, je réouvre les guillemets, la NED a été créée il y a 15 ans pour réaliser publiquement ce que la CIA a fait subrepticement durant des décennies. Or, sans que vous le sachiez, la NED, elle est au cœur du dispositif qui permet en particulier de financer toutes les oppositions au gouvernement de gauche démocratique d'Amérique latine. Qu'est-ce qui se passe au Venezuela? C'est pas compliqué. C'est pas compliqué ça. On va remonter un tout petit peu. Un mémorandum du département d'État, donc le ministère des Affaires extérieures des États-Unis, qui date de 1960. Fidel Castro vient de prendre le pouvoir à Cuba. Et vous avez un mémorandum qui dit pour affaiblir l'appui de la population à Castro, il faut le faire à travers le désenchantement et le découragement. Il faut utiliser rapidement tous les moyens pour affaiblir la vie économique de Cuba, afin de causer la faim, le désespoir et le renversement du gouvernement. Ça, c'est 1960. 1970, Richard Nixon convoque Henry Kissinger, futur prix Nobel de la paix, dans son bureau. Salvador Allende est au pouvoir au Chili. Et Nixon dit à Kissinger, il faut faire crier l'économie chilienne. Et on fait crier l'économie chilienne. Et vous savez comment l'histoire se termine. Et aujourd'hui, c'est le tour du Venezuela, c'est le tour de Cuba. C'est le tour de tous les pays qui dérangent. Alors cette politique, elle a été développée, y compris par des théoriciens. Il y en a un qui s'appelle Gene Sharp, qui est un petit peu le théoricien des révolutions de couleur. Et là encore, je réouvre les guillemets. Je ne sais pas si je les ai fermés tout à l'heure. Bon, alors je les réouvre. Les piliers, écoutez bien, les piliers économiques sont des cibles bien plus faciles que les bases militaires ou les palais présidentiels. Secouez-les et le tyran finira par tomber. Vous remplacez tyran par Fidel Castro, Raúl Castro, Diaz-Canel, Nicolás Maduro, et vous avez la solution. Alors ça a marché, ça fonctionne, puisque effectivement vous savez qu'il y a un blocus, il y a un embargo économique terrible sur le Venezuela, qui y compris met la population dans une situation épouvantable. Mais le surprenant de l'histoire, c'est qu'effectivement dans l'opinion internationale, dont vous faites partie, dont nous faisons partie, on oublie complètement l'aspect blocus et on considère que la tragédie économique et sociale que vit le Venezuela aujourd'hui, c'est la gestion désastreuse de Maduro. Et par exemple, vous pouvez lire de la droite et malheureusement à la gauche, et y compris chez certains de nos amis, un texte comme celui que je vous lis là, j'ouvre les guillemets, au Venezuela, Nicolás Maduro se maintient au pouvoir au prix d'une répression croissante malgré sa mise en minorité électorale et fait face à un effondrement économique sans précédent, avec des conséquences dramatiques pour les habitants qui s'exilent massivement dans les pays voisins, une crise liée à la gabegie gouvernementale, à l'incurie de la gestion pétrolière et aggravée par les sanctions de l'administration Trump. Aggravée. Et le discours général, c'est d'accord, il y a les sanctions, mais de toute façon, le Venezuela s'était déjà effondré avant les sanctions, et elles n'ont fait qu'aggraver à la marge. Ce que je viens de vous lire, c'est bon, ça me fait mal de vous le dire, et ça va peut-être vous faire mal de l'entendre, c'est dans une revue d'extrême gauche, une revue qui se déclare marxiste. Or, ce qu'on nous dit, c'est faux. Ce qu'on nous dit, c'est faux. J'ai ici, alors là encore, on a peu de temps, hein, un schéma, je ne sais pas si vous allez le voir, si vous ne le voyez pas, vous venez me voir après, puis je vous le montre. C'est un schéma qui vient de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Bon. Maduro est au pouvoir depuis 2013. La situation, la production pétrolière, 2008-2020, là, hein, vous voyez qu'elle se maintient stable, et là, elle commence à baisser avec les premières sanctions américaines. Ça coïncide exactement les premières sanctions américaines. Et puis elle s'effondre lorsque les États-Unis sanctionnent directement la compagnie pétrolière nationale PDVSA. Et puis là, vous le voyez, ça atteint le comble. C'est les dernières sanctions qui affectent les compagnies qui osent encore travailler avec le Venezuela. Alors vous allez me dire, ouais mais d'accord, ça c'est l'OPEP, c'est des Arabes. Enfin pas vous forcément, mais on peut dire ça. Alors j'ai un autre tableau. Alors, c'est pas des recherches de journalistes de haut niveau, hein. C'est journalisme de base. Voilà. J'ai un autre tableau qui nous dit exactement la même chose.
Sauf que là, c'est plus intéressant, parce que c'est un tableau qui vient du gouvernement des États-Unis. Hein. C'est le Government, comment ça s'appelle? Allez, bougez pas, je vais vous trouver le terme exact. Government Accountability Office, hein, c'est le bureau de la responsabilité du gouvernement, c'est-à-dire qui est chargé d'examiner les politiques du gouvernement américain. Et ça nous dit exactement la même chose. On voit que pendant les premières années de la gestion de Maduro, la production pétrolière c'est la même, et puis qu'elle s'effondre au fur et à mesure des sanctions. Alors il y a évidemment un problème, il y a un vrai problème. Parce que si, y compris, on est obligé de prendre des documents du gouvernement des États-Unis pour montrer à la gauche européenne ou française qu'elle se trompe, il y a quand même un vrai problème. Y compris les Américains, et eux, je veux dire, ils n'ont pas de pudeur. Hein. Vous aviez déjà en janvier 2018 un communiqué du département d'État, enfin je veux dire un fonctionnaire du département d'État qui déclarait, j'ouvre les guillemets, on était en 2018, ça a aggravé depuis, la campagne de pression contre le Venezuela fonctionne. Les sanctions financières que nous avons imposées ont obligé le gouvernement à tomber en défaut, tant pour la dette souveraine que pour la dette de PDVSA, sa compagnie pétrolière. Et ce que nous voyons est un effondrement économique total au Venezuela, donc notre politique fonctionne, notre stratégie fonctionne, et nous la maintiendrons. Mais là, c'est pas secret. N'importe quel journaliste de base ou universitaire de base, parce que le texte que je disais tout à l'heure, c'est des universitaires de gauche, devrait être capable de tirer quand même un minimum de conclusions. Donc, il y a un problème de désinformation totale. Cette désinformation, elle touche évidemment le public en général, mais vous aussi, vous en êtes la cible. Vous aussi, vous en êtes la cible parce que vous êtes un public qu'il faut toucher pour casser les solidarités avec les pays d'Amérique latine. Et pour ce faire, on va utiliser des arguments qui sont chers à votre cœur, qui sont chers à votre idéologie, qui sont chers à votre politique, y compris en utilisant par exemple le thème des droits de l'homme, le thème de l'environnement, le féminisme, et peut-être pour certains d'entre vous, la religion. Alors la religion par exemple, on le sait, c'est pas un secret, les églises latino-américaines, après une époque qui a connu la théologie de la libération, mais ça c'est derrière nous, c'est vieux. Les hiérarchies catholiques, par exemple, latino-américaines, en Bolivie, au Venezuela, au Nicaragua, en Équateur, sont opposées au gouvernement progressiste. Les églises, les hiérarchies. Je vous lis, là encore, je vais vite, je vais très très vite. Voilà, ça c'est un texte, ça concerne le Venezuela. Un immense espoir a jailli le 23 janvier 2019 lorsque Juan Guaidó, président de l'Assemblée nationale législative, est devenu président de la République bolivarienne du Venezuela. Bon, vous avez compris le message. L'enjeu est de taille, car au Venezuela, ce n'est pas une dictature quelconque qu'il s'agit de renverser, comme celle de Pérez Jiménez. C'était une dictature mise en place à l'aide du narcotrafic et du terrorisme, qui a des ramifications internationales. Alors on vous parle du Hezbollah et tout ça. Qui est-ce qui publie ce texte? C'est la Conférence des évêques de France. C'est un texte à destination de toutes les paroisses françaises. Et même si on est dans une période de désertification en ce qui concerne la religion catholique, ça concerne encore quand même une population importante, et y compris, ça concerne une presse, il y a une presse catho, la presse catho ça existe, la Croix ça existe, la Croix vous l'entendez régulièrement citée dans les revues de presse. Donc ça touche une partie de la population. On a eu le même truc sur la Bolivie. La Bolivie, donc Evo Morales, coup d'État contre Evo Morales, conférence des églises de France, pôle Amérique latine, lettre du pôle Amérique latine numéro 111, je suis précis, j'ouvre les guillemets, je vous dis pas tout, au terme d'une lente et inexorable dérive totalitaire, Evo Morales, qui n'est pas parvenu à dissimuler la mise en place du modèle politique vénézuélien en Bolivie, le gouvernement d'Evo Morales Ema n'en finit pas de voler en morceaux à mesure que le peuple bolivien continue à se lever et à s'organiser pour défendre la démocratie. Donc ça, on va dire, c'est pour les catholiques. On va les situer un peu à droite, mais pas forcément. Il y a aussi des catholiques de gauche. Alors quand même, il y a des embargos contre Cuba, il y a des embargos contre le Venezuela. Vous avez, en février 2021, donc c'est pas vieux, la rapporteure ou la rapporteuse, je ne sais pas comment on dit, spéciale sur les mesures coercitives du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Elle s'appelle Alena Douane. Elle dénonce
les effets dévastateurs pour la population vénézuélienne des sanctions décrétées par Washington. Donc c'est l'ONU, c'est la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Selon Alena Douane, les sanctions unilatérales de plus en plus nombreuses imposées par les États-Unis, l'Union européenne et d'autres pays ont exacerbé les calamités économiques et humanitaires du Venezuela. L'ONU. Vous avez 11 août 2021, vous voyez que je suis à jour, hein. Je fais le boulot, hein. Je fais le job. Là encore l'ONU, 4 experts de l'ONU, hein, le texte vous pouvez le trouver sur internet sans problème, hein. Vous prenez le site de l'ONU, il est facile à trouver. Les sanctions unilatérales empêchent les pays et les gens de se développer. Les experts appellent les pays qui imposent des sanctions unilatérales à les retirer, et j'ouvre les guillemets. Les activités essentielles au développement de chaque pays souffrent lorsque des sanctions unilatérales sont imposées, on dit les experts. Les habitants des pays ciblés, comme le Venezuela, Cuba, la Syrie et l'Iran, sombrent dans la pauvreté parce qu'ils ne peuvent pas obtenir des services essentiels comme l'électricité, le logement, l'eau, le gaz et le carburant, sans parler des médicaments et de la nourriture. Donc ça c'est l'ONU, 11 août 2021. Évidemment, les oppositions au gouvernement progressiste réagissent immédiatement. Donc je vous lis une autre déclaration, je vous dirai après qui l'a fait, parce que c'est pas anodin. On pose la question, le gouvernement, vous savez qu'il y a eu une crise à Cuba récemment, qui a été compliquée, il y a eu un mort, c'est un mort de trop, que ce soit à Cuba ou ailleurs. Et donc on pose la question, le gouvernement cubain a réagi aux manifestations en soulignant que la situation économique actuelle de Cuba est due à l'embargo commercial des États-Unis qui cherchent à asphyxier l'économie afin de provoquer des explosions sociales. Donc ça c'est la question qu'on peut éventuellement tous défendre. Hein. Réponse. Tout d'abord c'est un argument obsolète, surtout face aux nouvelles réalités et aux nouvelles formes de mobilisation qui existent à Cuba. Je pense qu'il est important de dire que cet argument est obsolète face à cette réalité. Il est vrai que l'embargo économique et financier a un impact, mais cela n'exonère en aucun cas les décisions prises par le gouvernement cubain. Et le gouvernement cubain a généré un récit comme s'il s'agissait d'un blocus complet. Enfin bref, on nous explique que non, le blocus c'est rien. Alors, savez-vous qui a fait cette déclaration? Savez-vous qui a fait cette déclaration? C'est Erika Guevara Rojas, qui est la responsable Amérique latine d'Amnesty International. Et là, ça touche évidemment un point extrêmement sensible. On est tous des défenseurs des droits de l'homme, des droits humains. On est tous contre la torture, des exécutions extrajudiciaires, la répression policière, etc., 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 etc. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas une attaque contre les défenseurs des droits de l'homme. Sauf qu'on a un vrai problème avec les droits de l'homme, qui servent à manipuler le pays. Souvenez-vous, vous avez vu passer, je pense que vous vous intéressez au Venezuela si vous êtes ici en ce moment, vous avez vu passer dans la presse en quelques mois une myriade de chiffres, je vous les rappelle. 20 mars 2019, la haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, la chilienne Michelle Bachelet, fait un pré-rapport. Mort d'au moins 205 personnes au Venezuela attribuables aux forces de sécurité. Hein, donc, 20 mars 2019, 205 morts attribuables aux forces de sécurité. Michelle Bachelet visite le Venezuela. Le 5 juillet 2019, donc 3 mois après, elle fait un autre rapport. Elle dénonce 5287 morts. On passe de 205 à 5287. Waouh! Évidemment, c'est repris par l'ensemble de la presse. Vous le lisez, ça vous trouble, ça trouble tout le monde. Septembre 2020, nouvelle enquête de l'ONU. Elle accuse les forces de sécurité du Venezuela de 5094 meurtres depuis 2014. Non mais attendez, 2587 juste pour 2018, et après on nous dit 2500 depuis 2014. C'est-à-dire qu'en réalité, les chiffres ils sont complètement fantaisistes. Je veux dire, on vous balance des chiffres. Alors là j'ai déjà à ma gauche des protestations véhémentes. Ça va être compliqué parce que j'ai encore une demi-heure. Non, je vais essayer d'aller vite. Le fond de l'histoire, c'est que Amnesty International ou Human Rights Watch ou même la FIDH, ils ne vont pas enquêter sur place. Ils sont tributaires de correspondants d'organisations de défense des droits humains. Sauf que ces organisations de défense des droits humains, je veux dire, n'importe qui d'entre vous peut en organiser une. Elles sont bien souvent liées à l'opposition. Elles sont financées
Alors voilà, là où on retombe sur le début de l'intervention, par la USAID, par la NED, par l'Union européenne, par un certain nombre d'organismes, de sorte que ce que nous sort Amnesty International ou Human Rights Watch, c'est en fait le reflet que veulent donner des organisations d'opposition. Et ça passe d'autant plus facilement que, évidemment, on est tous d'accord avec Amnesty International quand elle lutte contre la peine de mort, quand elle lutte pour les droits des femmes, etc., etc. Et donc il y a une confusion totale qui fait partie de ces arguments qui permettent de troubler l'opinion. Je termine alors là pour le coup 100 minutes, donc ça va être moins précis puisque je suis pressé à ma gauche. Non mais vous savez que la censure médiatique c'est un truc. Hein. Bon, là ça va encore, parce que normalement sur un studio de télévision vous avez 30 secondes pour dire tout ce que je viens de dire déjà là, et c'est déjà trop long. Bon. Mais il y a des problèmes, il y a l'environnement. Je veux dire, vous êtes aussi sensible, évidemment vous êtes sensible à l'environnement, on est tous d'accord sur le réchauffement climatique, là, il faut changer le modèle de développement. Mais ça va être utilisé. Par exemple, on parlait tout à l'heure du Mexique, Morena, Andrés Manuel López Obrador. Alors il fait une erreur, il veut ouvrir un chemin de fer il l'appelle le train Maya. Alors ça c'est l'erreur. Il aurait fallu qu'il l'appelle le train d'intérêt général. Il appelle le train Maya, donc là immédiatement vous avez, excusez-moi pour les écolos qui sont là, je suis écolo aussi, on est tous écolos. Vous avez les écolos qui montent au créneau au nom des indigènes. C'est pas possible, on peut pas faire un train sur des territoires indigènes. Je vous rappelle quand même que chez nous on se bat tous pour remplacer la bagnole par des trains, pour mettre les camions sur des chemins de fer. Et d'un seul coup, vous avez un gouvernement de gauche en Amérique latine qui veut installer des infrastructures, et vous avez une partie de nos amis écologistes qui se retournent contre López Obrador en disant c'est pas possible, on peut pas faire un train là. La Bolivie, on sait bien, on est en ce moment dans une grande transition. Les voitures à moteur, comment ça s'appelle, à l'essence. À essence, et il faut se transformer. Tout le monde veut sa voiture électrique. Voiture électrique, c'est quoi? Il faut du lithium. Du lithium, il y en a en Bolivie, il y en a au Pérou, il y en a en Argentine. Le gouvernement bolivien, d'Evo Morales, de Luis Arce aujourd'hui, ont décidé d'exploiter le lithium, y compris avec un plan national, de ne pas le refiler aux multinationales. Mais vous avez immédiatement une frange de l'écologie qui se retourne contre Evo Morales en disant il a trahi la Pachamama. On ne peut pas. Si vous voulez, je termine. Le slogan qui est employé, y compris par beaucoup de nos amis, non à l'extractivisme, ça n'a aucun sens. On aura encore et on aura toujours besoin de cuivre, de métaux, de fer, etc. Le slogan, c'est non à l'extractivisme irresponsable, non à l'extractivisme sans foi ni loi, non à l'extractivisme offert aux multinationales. Mais j'ai des notes, mais je ne les prends pas. Non, mais simplement, dans votre ordinateur, dans votre téléphone portable, dans votre four à micro-ondes, je veux dire, il y a des métaux qui sont forcément exploités quelque part. Donc, moi, je suis un enfant de la gueule ouverte à l'époque et de Fourier. Hein, on arrête tout. On ne peut pas tout arrêter. Hein. Et je finis sur le Venezuela. C'est aussi un argument de vente pour vous éteindre, vous, en disant que Nicolás Maduro est en train de saccager l'Amazonie avec l'exploitation de l'or, du coltan et d'un certain nombre de richesses dans l'arc minier de l'Orénoque. Ce qu'on ne vous dit pas éventuellement, vous venez me voir après, puis je vous raconte un truc, moi j'y suis allé. Voilà. C'est l'arc minier de l'Orénoque, c'est pas Chavez et c'est pas Nicolás Maduro qui ont décidé de l'exploiter. Les premières mines d'or dans l'arc minier de l'Orénoque vénézuélien, c'est 1883. La première entreprise nationale vénézuélienne qui exploite l'or dans l'arc minier de l'Orénoque, c'est 1970. Bon. Et vous avez 250 000 personnes dans cet arc minier de l'Orénoque qui vivent de la mineria artisanale, hein, de l'exploitation minière artisanale. Bon. Vous allez faire quoi? Vous allez les chasser avec du napalm? De toute façon, ça détruit la forêt. Ce qu'a fait Maduro après Chavez, Chavez avait établi encore, c'est d'essayer de normaliser ce qui est un Far West total. Parce que jusqu'à 2016, année au cours de laquelle Nicolás Maduro dit on va exploiter l'Orénoque, en fait, il s'agit d'une remise en ordre d'un truc, mais qu'un truc effroyable. L'or, j'ai fini. Ils vont me couper la tête là. Ils vont te couper la tête. Bon, voilà, enfin, en gros, vous avez compris que là on n'a pas le temps, mais ne vous laissez pas embarquer dans des discours simplistes, en fait, sur les droits de l'homme, sur l'environnement. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
En fait, on est en retard de 8 minutes. Hein, et je vois que toute l'équipe est derrière parce que le programme doit suivre. Je vous remercie vraiment. Je remercie à Donaki de Mexico. Je remercie à Carlos de Colombia. Je pense qu'on ne va pas rajouter plus de ce qu'on a dit à chacun. À notre ami de Bolivie, à notre camarade de la Bolivie, à notre compagnie du Brésil, à notre cher Maurice, à Félix, à Philippe qui a très bien géré tout ça. Je vous remercie beaucoup. Je vous donne rendez-vous par Facebook, par Twitter, partout, pour continuer à soutenir les luttes en Amérique latine. Et merci à tous les Latino-Américains de nous soutenir. Et on se verra quand les Champs-Élysées sont en train de défiler tous les armées ensemble. Allez, sí.